Je me présente rapidement, Colas Chervier, je suis doctorant au CIRAD à l'UMR Ardev, mais je dépends aussi enfin, mon directeur de thèse est dans une autre UMR, GRED. C'était comme ça que j'avais été présenté au début. Et j'ai fait mon terrain de thèse au Cambodge. Donc je vais vous présenter un peu donc comment, sur les PSE bien sûr, c'est pour ça que j'ai été invité. Donc je vais vous présenter un peu comment les paiements pour services environnementaux ont été mis en place au Cambodge, comment ça se matérialise. Et un des sujets sur lesquels j'ai travaillé, c'était justement le motivation crowding. Donc ça fait un peu le lien avec ce qui a été raconté jusqu'à présent. Donc comme j'avais que 10 minutes pour présenter, j'ai pas fait de slide pour présenter le Cambodge. Mais peut-être en 2 mots quand même vous dire que c'est... là j'ai mis que c'était un pays biopour, donc un pays riche en biodiversité. C'est une caractéristique, disons que la totalité de son territoire est considérée comme un hotspot de biodiversité dans la différente littérature conservationniste. Et c'est aussi un pays pauvre, donc au sens, donc la population est majoritairement rurale, agricole, mais pauvre, ça veut aussi dire que, enfin après on peut en discuter, mais il y a aussi le fait que le gouvernement lui-même est considéré comme un État faible, donc qui a peu de moyens pour à la fois définir et aussi mettre en œuvre le cadre légal, et qui est très dépendant de l'aide internationale. Donc voilà, alors là je vais vous parler un peu des caractéristiques communes des projets PSE qui ont été mis en place au Cambodge. Et ces caractéristiques se portent surtout en fait sur l'émergence et le design de ces projets. Donc on va déjà pour dire que on est dans un contexte très différent, et on va observer que l'émergence et le design des projets PSE au Cambodge se passe de manière très différente par rapport, par exemple, à l'Amérique centrale, telle qu'elle a été présentée, où c'est généralement des PES gouvernements qui sont mis en place par le gouvernement, ou même dans les cas de pays développés comme donc aux États-Unis, le cas de New York ou Vitel, où là on a des PSE très directs qui résultent quasiment d'une négociation directe entre une entreprise, par exemple dans le cas de Vitel, et des agriculteurs. Donc au contraire, en fait, au Cambodge, les programmes PSE sont mis en forme justement sous forme de petits projets qui sont mis en place par des grandes ONG de conservation internationale. Donc là, il y a l'exemple de Fauna et Flora International qui a monté un programme pour mettre en place un projet PES sur un site de barrage dans le massif des Cardamom, donc au sud-ouest du Cambodge. Et bien sûr, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ces programmes, ces processus d'émergence et de design sont très coûteux à mettre en place pour différentes raisons. Et l'une d'entre elles, c'est que en fait, les caractéristiques des programmes PES sont négociées entre différents acteurs au niveau politique. Donc principalement, ça implique à la fois le gouvernement et à la fois les ONG de conservation. Et donc pour couvrir ces coûts de transaction, les ONG généralement font appel aux bailleurs de fonds pour justement financer ces programmes. Donc là c'est l'exemple, ce projet justement a été financé sur 4 ans via un financement de l'Union européenne de 1,5 million de dollars américains. Un autre point intéressant, c'est que ces projets PSE ne ciblent pas forcément les principales menaces sur la forêt. Donc globalement, assez systématiquement, ils vont rémunérer les communautés locales pour des changements de pratiques agricoles, ou l'arrêt de certaines, plus spécifiquement l'arrêt de certaines pratiques agricoles ou pas, qui ont un impact sur notamment la biodiversité. Mais il ne va pas cibler les principales menaces qui sont beaucoup plus profondes. Là, si on regarde juste en termes de surface de déforestation, les concessions économiques qui sont données par le gouvernement à des entreprises privées, ça se fait à coût de plusieurs milliers d'hectares. Et donc ça, c'est un exemple. Après, il y a tout un système de migration et d'appropriation de la terre illégale par des migrants. Ça aussi, c'est peu ciblé par les PSE, par les programmes PSE.
Donc on peut se demander aussi si l'objectif est ailleurs, est ailleurs, et en fait, quand on discute un peu avec ces ONG de conservation, effectivement, ils voient aussi un objectif très important de comment dire, relier certains utilisateurs des ressources naturelles, pas seulement les communautés locales, mais aussi les entreprises privées, par exemple, avec la conservation de ressources naturelles. Donc de susciter un intérêt et des débats autour de ça, de remettre ça sur la table. Donc voilà. Bon, il y a aussi des différences importantes. Là, ça, c'est une carte du Cambodge, comme vous l'auriez deviné. Et notamment à la fois sur les caractéristiques de ces programmes PSE et leur stade de mise en œuvre. Donc les premières différences, c'est sur qui va payer et sur quel service écosystémique ou quel service écosystémique on va cibler. Moi, je distingue trois types de projets PSE principaux. Donc les premiers, c'est les PSE biodiversité qui vont viser à changer justement les pratiques locales des agriculteurs pour protéger des espèces menacées. Je vous en présenterai un cas juste après, ou préserver des écosystèmes également menacés. Mais toujours avec le but de protéger la biodiversité. Donc ces PSE ont été mis en place, donc c'est en orange, dans différentes régions du Cambodge. On peut aussi, donc sur cette carte, les taches vertes un peu plus... les taches vertes pleines, c'est les différentes aires protégées. Il faut savoir que le Cambodge est couvert par un système d'aires protégées qui couvre 23% du territoire. Et ces projets PES viennent souvent se mettre sur ces aires protégées. Donc ça vient comme un outil complémentaire. C'était une parenthèse. Un deuxième point important, c'est que... ah oui, j'ai oublié de présenter, pardon. Donc il y a d'autres projets donc, qui sont des PSE bassin versant, donc plus classiques, sur des sites de barrage, par exemple. On va rémunérer les communautés locales en amont pour avoir des pratiques durables qui limitent, par exemple, l'érosion des sols ou qui limitent le ruissellement de l'eau et qui donc va régénérer la nappe phréatique en aval. Donc ouais, il y a deux projets comme ça. Et ces projets ont fait l'objet de financements internationaux, comme je le présentais auparavant, mais n'ont pas encore atteint le stade de la mise en œuvre, malgré ces investissements importants. Et c'est un peu aussi le cas des projets RED. Donc il y a plein en fait, de projets RED qui sont discutés autour de la table au Cambodge. Il y en a deux principaux qui ont atteint un stade assez avancé, mais qui n'ont toujours pas atteint le stade, on va dire, PSE, où justement les communautés vont être rémunérées. Donc il n'y a pas encore eu de transactions, ils en sont juste au stade de la certification, on va dire. Voilà, donc là, ça c'est le deuxième point, c'est que il y a différents types de PSE, et il y en a pour deux d'entre eux, au moins, il y a des blocages assez importants. Donc c'est à la fois au niveau politique ou des processus longs qui impliquent pas mal de coûts de transactions. Voilà, un troisième point qui différencie les différents projets, c'est comment va-t-on payer, rémunérer les communautés locales. Donc là, je donne deux exemples de projets qui ont été mis en place par l'ONG Conservation Internationale au Cambodge. Donc, ils font partie de ces PSE biodiversité dont je parlais. Le premier s'appelle les Conservation Agreements, ça a été mis en place en 2006. Et le second, c'est un paiement pour la protection de nids de tortues. Donc rapidement, en fait, dans le premier cas, CI va créer des communautés, des groupes d'agriculteurs, on va dire, à qui CI va transférer l'argent. Et ces communautés locales vont ensuite transférer l'argent aux agriculteurs selon un certain nombre de règles. Mais le transfert d'argent au niveau communautaire se fait à la condition qu'il y ait un respect de certaines règles d'usage des sols. Donc ne pas ouvrir de nouveaux champs, parce que c'est de l'agriculture sur brûlis dans cette zone. Donc, ne pas ouvrir de nouveaux champs sur la forêt. Ne pas couper du bois précieux, il y a pas mal de trafic de bois précieux. Ne pas chasser des animaux en danger. Donc, il y a un certain nombre de règles, et si elles ne sont pas respectées, CI va réduire
le budget, enfin, le paiement alloué à la communauté. Et donc les paiements se font pas seulement sous forme de cash donné à des individus, mais aussi sous forme comment dire, d'outils agricoles qui vont permettre aux agriculteurs locaux de remettre en culture certaines parcelles de riz de bas-fond. Parce qu'en fait, les gens sont partis de cette zone en 1997 et ils sont revenus dans cette zone en 1997 après la guerre civile. C'est un autre point de contexte qui est important. Et ils ont directement embrayé sur des systèmes d'abattis-brûlis, alors qu'avant la guerre civile, ils cultivaient plutôt sur bas-fond. Donc l'idée de CI, c'était de faire en sorte que les agriculteurs changent ce type de pratique. Dans le cas des paiements pour tortues, là pour la protection de nid tortue, on a un paiement très direct. CI va directement contractualiser avec des individus qui, en l'échange d'un paiement monétaire et individuel, vont s'engager à arrêter la collecte de nids de tortues. En fait, c'est une espèce menacée de tortue pour laquelle les gens récoltaient les œufs pour la consommation. Donc l'idée, c'est d'essayer d'arrêter cette pratique. Et aussi, l'idée, c'est de demander aux gens de protéger, en plus de ça, les nids de tortues. Donc pas seulement d'arrêter la collecte, mais aussi de protéger de manière active. Donc les gens sont payés en fonction du nombre de bébés tortues qui vont sortir du nid. Donc on voit bien que c'est quand même deux modèles très différents de paiement. Voilà. Alors rapidement, parce qu'on m'a aussi demandé de parler un peu de l'évaluation économique des PSE. Donc il y a différentes évaluations d'impact qui ont été mises en œuvre au Cambodge. Donc plus ou moins rigoureuses dans le sens où elles ont été plus ou moins capables d'isoler justement l'impact du programme PES sur des composantes environnementales ou sociales. Donc il n'y a qu'un seul auteur en fait, qui a réussi à mettre en place un système assez bien contrôlé, avec un contrôle, qui s'appelle Tom Clements, et qui a pu prouver que finalement ces projets PSE ont un impact plutôt positif ou nul. Mais ces évaluations d'impact ont été faites sur le court terme, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après la mise en place de la première transaction. Donc on est vraiment sur un impact très court terme. Il y a d'autres auteurs qui, en revanche, vont plutôt avec des méthodes plus d'anthropologie, donc beaucoup plus qualitatives, qui vont questionner en fait la pérennité de ces effets, en prenant par exemple le fait que certains paiements, et notamment ceux qui passent par des redistributions communautaires des bénéfices, vont renforcer les systèmes de pouvoir locaux. Donc ça, et du coup, ça va aussi renforcer les différences. Enfin, ça va poser des problèmes d'équité parce que la distribution des bénéfices va être en fonction du copinage avec le directeur de la communauté locale. Donc ça pose un certain nombre de questions. Et ces auteurs ont aussi commencé à évoquer le problème les conséquences de ce type d'effet sur les motivations intrinsèques des gens. Donc ça, c'est un autre point que je voulais développer et que je développe dans ma thèse, c'est le motivation crowding. Donc c'est essayer de regarder l'effet des paiements sur les motivations intrinsèques des gens. Là, je voulais rapidement vous présenter ce que c'était, mais j'imagine que ça a déjà été fait dans les présentations précédentes. Mais peut-être rapidement, donc, le concept de PSE a été pensé sur l'idée que l'homme réagissait de manière homo economicus, donc selon un calcul intérieur de son utilité ou des bénéfices qu'il pouvait retirer d'une activité. Donc l'idée, c'était de modifier ce ratio coût-bénéfice d'une activité, et la prise de décision des gens allait être plutôt évidente dans ce cas-là. Donc si on paye quelqu'un pour arrêter de couper du bois, et on arrive à le payer à compenser son coût d'opportunité, on va avoir un effet environnemental positif. Par contre, il y a d'autres gens qui disent non, en fait, les gens agissent et prennent des décisions
en fonction d'un certain nombre de motivations, de préférences, dont des motivations intrinsèques qui ne relèvent... Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est de dire que ces motivations intrinsèques peuvent être aussi influencées par les systèmes de paiement pour services environnementaux. Donc ça a été exposé dans les présentations précédentes. Juste pour dire qu'en général, pour les PSE, le risque d'effet négatif des paiements monétaires sur les motivations intrinsèques a généralement été mis en avant, donc pour tout un tas de raisons. Donc en fait, la crainte, c'était de dire que si ça a un effet négatif sur ses préférences intrinsèques, on ne peut plus vraiment, comment dire, on est plus sûr de la performance environnementale du projet PSE, et notamment sur le long terme. Par exemple, si les paiements s'arrêtent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont couper la forêt, d'autant plus qu'auparavant, qu'avant la mise en place du paiement. Ouais, comme je n'ai pas vraiment le temps de vous présenter en détail, en 10 minutes, mes travaux, je voulais juste faire un petit point méthodologique. C'est ce qui m'avait été demandé également. Donc de dire qu'il y a différentes méthodes pour justement révéler ces effets des incitations monétaires sur les motivations. Donc ça, Jean-Michel en a aussi parlé. Donc on peut soit révéler les motivations, soit demander aux gens de les énoncer. Donc les deux méthodes ont des pour et des contre. Hein. Donc la première, révéler, ça va se faire via des jeux comme Jean-Michel vous a présenté, ou la deuxième méthode, c'est des enquêtes, donc demander directement aux gens pourquoi vous voulez protéger la nature, par exemple. Donc ça, bien sûr, il y a un certain nombre de biais qu'on appelle de désirabilité, notamment, qu'il convient de contrôler, et enfin, qu'il est même très difficile de contrôler. Donc c'est l'option que j'ai choisie pour différentes raisons. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'il y a deux manières différentes de montrer ces effets sur les motivations. Après, il y a aussi un choix à faire sur le type de motivation qu'on va cibler. Il y a plusieurs défis. Enfin, en fait, si on se réfère un peu à la littérature en psychologie qui a conceptualisé cette histoire de motivation intrinsèque, on va voir qu'ils vont en considérer quand même un panel assez important, et je pense que notamment les systèmes les méthodologies basées sur les jeux ne vont pas forcément permettre de pouvoir se focaliser sur tous ces types de motivations. Les jeux permettent surtout de révéler les effets sur les normes sociales, donc tout ce qui est effet de culpabilité, réciprocité, etc. Mais par contre, en tout cas dans mes enquêtes, moi j'ai révélé qu'il y avait plusieurs autres types de motivations intrinsèques, dans le sens où elles ne sont pas seulement dépendantes d'une régulation extérieure, on va dire même une régulation par le prix. Donc par exemple, celles qui sont vraiment intimement liées à un but de vie. On parle de populations pauvres, pour lesquelles leur style de vie, leur livelihoods est intimement lié avec l'utilisation de la forêt. Donc on peut poser également l'hypothèse que ça peut entraîner une certaine motivation à gérer la ressource de manière durable. Il y a aussi les motivations vraiment purement intrinsèques, telles que je protège la nature pour les générations futures, qui sont peu mis en évidence par les systèmes de jeu, à ma connaissance. Et donc le troisième challenge, on va dire, c'est d'arriver à isoler l'effet des paiements sur les motivations, parce que bien sûr ça peut être dû à plein d'autres choses. Hein. On parle par exemple de biais de sélection, le fait que deux personnes soient différentes à la base. Donc si on compare quelqu'un qui a reçu le paiement et l'autre qui n'a pas reçu le paiement, voilà, ils ont un passé, un vécu, des caractéristiques socio-économiques différentes, ça peut être dû à d'autres choses. Il y a aussi des facteurs contemporains qui peuvent influencer de manière différentielle deux groupes de population. Donc il y a différentes on va dire, techniques pour gérer ce genre de biais. La première, c'est expérimental. Donc, par exemple, les jeux qui permettent vraiment un contrôle assez important des biais, parce que c'est comme nous qui définissons les règles, c'est nous qui choisissons les personnes qui participent au jeu.
Donc on peut randomiser beaucoup plus. Et puis il y a des méthodes quasi expérimentales, c'est-à-dire, par exemple, dans mon cas, c'est ce que j'ai utilisé parce que les projets qui ont été mis en place, moi j'ai étudié des projets qui ont déjà été mis en place et qui n'avaient pas mis, par exemple, des systèmes de collecte de données avec des contrôles, etc., qui permettaient de faire une évaluation d'impact rigoureuse. Donc l'idée, c'est d'essayer de construire un contrefactuel et de construire un scénario, enfin, c'est un peu le même principe pour le RAID, a posteriori de ce qui aurait pu arriver sans le système de paiement. Et après, il y a toutes les histoires plus les techniques économétriques de régression. Par exemple, sur la base de données d'enquête, c'est faisable. Voilà, alors quelques points en bref là, de mes résultats. Donc j'ai étudié cet effet donc, sur les motivations des gens sur les deux projets que je vous ai présentés auparavant, les paiements pour le nid de tortue et les Conservation Agreements. Donc ce que j'ai mis en évidence, c'est qu'il y avait un effet d'une part sur différents types de motivations, donc celle que j'ai présentée, que j'ai mis en bleu là sur cette slide, et d'autre part que ça dépend aussi du type de projet. Sur le projet Tortue, j'ai plutôt montré qu'il y avait un effet de crowding in, donc de renforcement des motivations intrinsèques, alors que sur l'autre projet, c'était le contraire. Ce que j'ai aussi montré, c'est qu'il y a des implications, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on parle de motivation crowding, c'est qu'il y a des implications en termes d'efficacité qu'on observe seulement après l'arrêt du paiement. Donc les gens, par exemple, qui vont avoir des motivations plutôt monétaires, vont avoir tendance on va dire, à couper la forêt, par exemple, de manière significativement plus importante que les autres si le paiement s'arrête. Mais pendant le paiement, tout le monde fournit à peu près le même effort et on n'arrive pas à avoir de différence. Donc voilà, ça pose des problèmes de pérennité, des questions de pérennité de ces projets, notamment s'ils s'arrêtent, si les paiements s'arrêtent, ce qui est une éventualité assez importante, surtout dans le cadre du Cambodge où on parle d'approche projet pour la mise en place de paiements. Et dans certains cas, c'est via ce projet que les paiements s'effectuent. Donc une fois que le projet s'arrête, il n'y aura plus de paiement. Donc voilà, et après j'ai essayé de regarder aussi quels étaient les facteurs ou les mécanismes sous-jacents. Donc deux points, d'une part l'importance des motivations préexistantes et des caractéristiques personnelles des gens, l'effet va être différent selon qui on paye. Donc il y a quand même comment dire, un enjeu pour les opérateurs de la conservation de regarder plus précisément qui vont payer, quelles sont les caractéristiques de ces personnes. Et il y a aussi une importance du message qui accompagne le paiement. Ce n'est pas seulement fournir de l'argent ou d'autres types de bénéfices, même en nature, aux gens. C'est aussi le message qui accompagne ce paiement qui semble important. Parce que les changements que j'ai pu observer, on peut vraiment directement les lier au type de message que l'ONG voulait faire passer auprès des populations. Donc ils ne font pas seulement que payer, ils accompagnent ça d'un message donc qui revêt quand même une importance, je pense, au niveau voilà, des mécanismes sur l'effet sur les motivations. Voilà, bon, on pourra rentrer plus en détail par la suite. Merci. Merci aux deux intervenants pour ces deux présentations. Et on va donc laisser un petit court temps de questions pour les gens qui vont poser. C'est une question pour Jean-Michel. Une petite question en 3 parties, chacune petite. Tu as décrit les attitudes des agriculteurs que, oui, je suis producteur, je ne veux pas être jardinier. Première partie de la question, quelle est la répartition en classe d'âge des agriculteurs en France? Est-ce qu'on sait? 2, est-ce que ces attitudes varient avec l'âge des agriculteurs? Et toi, est-ce que ces attitudes peuvent changer?
Alors je pense que je n'ai pas d'informations sérieuses sur aucune composante de ta question. J'ai une appréciation qualitative sur la première, c'est la plus facile. Et donc, oui, la structure par âge des agriculteurs. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas regardé récemment. Et donc, il y a 5 ans, il y avait beaucoup de gens qui allaient partir à la retraite dans les 5 ans. Donc, c'est vrai que la structure aujourd'hui, elle est peut-être moins biaisée dans le sens de beaucoup d'agriculteurs assez âgés. Mais je pense que par rapport aux autres professions, il y a toujours un biais significatif. Alors, est-ce que la structure d'âge influence sur les comportements vis-à-vis de ça? J'en sais rien. J'en sais rien et je n'ai même pas d'a priori. Et la troisième partie, excuse-moi, c'était... Si les attitudes allaient changer. Ah oui, alors ça, ma boule de cristal est restée au labo. Et non, ça paraît inévitable que ça bouge à un moment. Et j'ai passé pas mal de temps depuis quelques années dans des commissions plus ou moins gouvernementales où effectivement beaucoup de gens disent mais enfin, si à un moment donné les agriculteurs français ne sont pas plus proactifs, ils vont perdre le match, quoi. C'est-à-dire, ok, ils sont extrêmement puissants enfin, par rapport à leur nombre, hein, ils ont un effet de lobby assez réussi, qui sans doute est en train de s'affaiblir. Et donc, voilà, ce genre de débat, il faudrait... Alors en plus, bon, il y a quand même de la concurrence syndicale en ce moment, quoi. Mais le syndicat FNSEA est assez peu proactif. C'est-à-dire, il a une ligne de défense en disant on fait déjà beaucoup. Et pas comment on pourrait utiliser ça pour rebondir et en tirer parti, hein, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes que les autres, quoi. S'ils voulaient, ils y arriveraient sûrement. Mais pour le moment, ils sont plutôt dans une attitude d'opposition, majoritairement, et je ne sais pas en dire plus. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, ben dans ce cas, on va vous remercier pour vos interventions. Et on va accueillir la dernière intervenante, Virginie Maris, qui est philosophe de l'environnement au CEF et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de monétarisation de la nature et qui a récemment publié un ouvrage en 2014 sur ces questions qui s'appelle